Bienvenue sur French Podcast, le podcast où on vous aide à vivre, penser et parler en français, peu importe où vous êtes sur la planète. Je m'appelle Charline et avec moi aujourd'hui, il y a Emmanuel. Salut à toutes et à tous, on est vraiment ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Franchement, parler français, ce n'est pas juste pour les cours à l'école ou pour faire joli à table, c'est super utile au quotidien. Tu te souviens Charline, l'autre jour je me baladais dans Paris et là, je tombe sur un touriste totalement perdu. Et, comment dire, c'est mon français qui nous a sauvés tous les deux. J'ai pu l'aider à retrouver son chemin. Et ça crée toujours un petit moment sympa, tu vois. Mais oui, c'est exactement ça, l'importance de la langue pour créer des vrais liens dans la vie de tous les jours. Ici, on veut vous accompagner dans cette aventure, un peu comme des guides dans cette grande jungle qu'est la langue française. Avant d'aller plus loin, parlons de ce qu'on fait, écouter des podcasts en français. C'est une méthode incroyable pour progresser, parce qu'on s'immerge dans la langue, on choisit le rythme, les sujets, et surtout, on apprend à l'oreille, comme les natifs. Oui, et surtout, il y a de super podcasts pour tous les niveaux. Genre, si tu débutes, tu peux commencer par des émissions faites exprès. Je pense à des trucs comme Learn French by Podcast. Sinon, quand tu es plus à l'aise, il y a Transfert ou même La Poudre. Ça me rappelle, c'est à Lyon, en marchant le long du Rhône, que j'ai découvert mon tout premier podcast en français. Je voulais juste de la musique, mais je me suis retrouvée scotchée par une histoire d'expat racontée en français. Et là, j'ai compris que ça pouvait devenir un outil puissant pour progresser sans s'en rendre compte. Bon, on va revenir sur un terrain très concret, les courses, en français. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on parlait déjà de l'importance des mots du quotidien. Par exemple, à la boulangerie. Bonjour, je voudrais une baguette s'il vous plaît. C'est simple, mais ça ouvre toutes les portes, littéralement. On peut faire un petit jeu de rôle ? Je fais la boulangère. Allez, vas-y. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers ? Bonjour, je voudrais 2 croissants et une baguette s'il vous plaît. Voilà. Et avec ceci ? Ça ira, merci. Combien je vous dois ? 2,80 € s'il vous plaît. Merci, bonne journée. Avec plaisir, au revoir. Même si ça paraît basique, ce genre de dialogue te met tout de suite en situation. C'est le super moment pour tester du vocabulaire, mesurer les quantités, demander des produits spécifiques. Et si tu fais une erreur, tu progresses quand même. Un truc qui change tout, c'est de commencer à penser en français. C'est-à-dire essayer de ne plus traduire dans sa tête. Plus facile à dire qu'à faire, c'est clair. Ouais, au début on se perd, mais il y a des petites techniques, genre tu peux décrire autour de toi même en silence. Je vois une chaise, il fait beau ce matin. Tu fais tourner le français dans ta tête. Petit à petit, ça devient automatique. Et puis on en avait parlé, mais j'ai eu ce moment bizarre après plusieurs mois quand j'ai commencé à rêver en français. C'est assez fou comme sensation. C'est là que tu captes que ton cerveau commence à vraiment s'imprégner de la langue. Alors parlons efficacité. Franchement, 10 minutes par jour, c'est rien, mais ça fait une différence énorme. Au lieu de tout donner une fois par semaine, on progresse mieux avec la régularité. C'est prouvé partout. Ouais, et t'as pas besoin de blocs de 2 heures, hein. 10 minutes, ça rentre entre 2 stations de métro ou pendant la pause café. Perso, je me suis fixé le même objectif, mais pour l'espagnol, avec justement un mini-podcast tous les matins. Et c'est fou comme tu sens que tes oreilles, elles commencent à entendre la langue différemment au bout de quelques semaines. Maintenant, faut parler du gros fossé entre l'école et la rue. Le français académique, ça aide pour les bases, mais dès que tu te retrouves sur un marché à Marseille, c'est plus du tout la même chanson. Oui, tu vas entendre « Oh, fan de Chichoun » ou « C'est la cagole là-bas ?» Et là, tu comprends que les Français jouent avec leur langue tout le temps. C'est bourré de petites expressions, d'idiomes. D'ailleurs, sur ce marché, c'est « Donne-moi une barquette de fraises, allez, zou !» Et puis on l'a dit dans le dernier épisode, faut accepter que chaque région a son accent, ses mots, ses habitudes. C'est ce qui rend la pratique réelle du français bien plus riche, même si on se sent un peu perdu au début. Pour vraiment progresser, l'écoute active, c'est le secret. Pas juste entendre, mais écouter pour comprendre, retenir, s'approprier les mots. Oui, moi j'aime bien écouter les infos le matin. Je fais du shadowing. Tu répètes tout de suite ce que t'entends, même si t'es pas encore sûr d'avoir tout compris. Ça te permet de t'habituer au rythme, à l'accentuation. Et si t'ajoutes la prise de notes, là, tu imprimes encore mieux. Je gribouille 3 mots-clés, un bout de phrase, et petit à petit, ça reste. C'est vrai, et la répétition, c'est ce qui te permet de vraiment fixer le vocabulaire. Donc pas hésiter à repasser plusieurs fois, et surtout se parler à soi. Oui, on a l'air un peu bizarre, mais ça marche.
Un truc qui peut faire peur, mais qui fait progresser hyper vite, c'est d'enregistrer sa propre voix. Pourquoi ? Parce qu'on entend ses erreurs, on se rend compte de ses tics, et on peut s'améliorer beaucoup plus vite. Oui, j'avoue, la première fois où j'ai lancé un journal vocal, c'était super étrange. J'enregistrais juste ce que je faisais dans la journée. 10 secondes, 30 secondes, puis 1 minute. Après, tu réécoutes, tu repères ce qui cloche, tu fais mieux le lendemain. Et puis c'est hyper simple à démarrer. Tu prends ton téléphone, tu parles comme si tu faisais un mini-podcast, tu fais le point sur ta journée, tes vacances, ce que tu veux. C'est un exercice que je conseille tout le temps. On nous demande souvent, c'est quoi les meilleurs podcasts pour progresser ? Franchement, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Je pense par exemple à Coffee Break French, qui est super guidé, très méthodique. Oui, et pour ceux qui veulent du contenu plus spontané, il y a Inner French. C'est plus naturel. Tu te plonges dans la vraie langue telle qu'elle est parlée. Ils sont gratuits la plupart du temps. Tu les trouves facilement sur Spotify, Apple Podcast, YouTube. Il faut juste chercher un peu. Ça vaut le coup. Et n'oubliez pas non plus les plateformes où vous pouvez trier par difficulté. Il y a plein de ressources gratuites, il faut juste oser se lancer. Avant de clore cet épisode, parlons des petits trucs pour mettre plus de français dans sa vie sans que ça devienne une corvée. Par exemple, écouter de la musique en français, regarder des séries, écrire un journal, les possibilités sont partout. Oui, et aujourd'hui, avec les applis, tu peux même discuter avec des natifs facilement. Emmanuel, tu racontes ton histoire de tandem linguistique ? Ah oui, j'ai téléchargé une appli pour échanger avec quelqu'un qui voulait apprendre le français. Et en échange, il m'aidait avec l'anglais. On a fini par devenir amis, et franchement, c'est ça qui m'a fait le plus progresser. Rien ne remplace une vraie conversation, même à distance. C'est le mot de la fin pour aujourd'hui. Intégrez un peu de français partout. Amusez-vous, testez des trucs, et vous verrez, la progression viendra, petit à petit. Merci Emmanuel pour la discussion, et merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Charline, c'était un plaisir comme d'habitude. À tous, prenez soin de vous, continuez à pratiquer, et on se retrouve très bientôt sur French Podcast pour une nouvelle aventure. Salut! Salut tout le monde, à très vite. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une source un peu particulière. Ce n'est pas un article, ce n'est pas une étude, c'est une seule phrase. Une sorte de commandement, on pourrait dire, pour quiconque veut apprendre le français. Et la phrase, la voici. Écoutez ceci 10 minutes par jour pour penser en français. C'est tout. Notre mission, c'est donc de voir ce qui se cache derrière cette formule ultra minimaliste. Est-ce que c'est juste un slogan un peu approcheur ou est-ce qu'il y a une véritable méthode, une science de l'apprentissage qui est dissimulée là-dedans ? Alors, décortiquons ça. C'est une formule fascinante, oui. Parce qu'elle a l'air comme ça d'une simplicité presque désarmante, mais en fait, chaque terme semble peser et choisi avec soin. On pourrait la balayer d'un revers de main, se dire « bon, c'est trop beau pour être vrai ». Mais si on s'arrête juste un instant, on voit bien qu'elle propose un système complet. C'est presque une philosophie d'apprentissage, en fait, condensée en une seule ligne. Commençons par le début alors, l'action demandée. Écoutez ceci. Ce qui me frappe tout de suite, c'est le mot « ceci ». C'est d'un flou total. On parle de quoi au juste ? Des actualités ? Une chanson pop ? Un dialogue de film ? Un podcast sur le jardinage ? J'ai du mal à croire que tout se vaille, vraiment. Si je choisis d'écouter en boucle une chanson avec 10 mots de vocabulaire, est-ce que c'est à la même valeur que d'écouter un débat d'idées ? Le ceci ne peut pas être sans importance, si. C'est une objection tout à fait légitime. Et intuitivement, on est d'accord. On se dit qu'un contenu riche est évidemment supérieur. Mais ce que cette phrase suggère, et ce que les recherches sur l'acquisition des langues tentent à confirmer, c'est que la nature du ceci est peut-être secondaire. Secondaire par rapport à l'acte d'écouter lui-même. Ah oui ? Oui. Pour comprendre ça, il faut distinguer deux modes d'écoute. Il y a l'écoute qu'on appelle passive. Vous mettez une radio francophone en fond sonore pendant que vous cuisinez, par exemple. Vous n'êtes pas concentré, mais votre cerveau, lui, il est quand même exposé. C'est une sorte d'immersion, d'ambiance, quoi. Voilà, exactement. Et même à ce niveau d'attention très très faible, il se passe quelque chose de crucial. Le cerveau commence à cartographier la langue. D'accord. Il s'habitue à sa musique, à son rythme, à ses intonations, ce qu'on appelle la prosodie. C'est une familiarisation qui est fondamentale. C'est un peu comme si on apprivoisait un animal. On ne le comprend pas encore, mais on s'habitue à sa présence, à ses bruits. Ça prépare le terrain.
D'accord, donc même mon écoute de chansons pop en boucle, ça aurait une certaine utilité pour, disons, l'oreille musicale. Mais pour le sens, pour le vocabulaire, ça reste quand même limité. C'est là qu'intervient le deuxième mode d'écoute, l'écoute active. C'est le moment où on se pose et on accorde une attention délibérée à ces fameuses 10 minutes. Et là, même si le contenu est simple, le cerveau il se met en mode détective. Il ne reçoit plus passivement des sons, il chasse des indices. Il va repérer un mot déjà connu, une structure qui revient, une intonation qui suggère une question. C'est un exercice cognitif qui est intense en fait, même avec un matériel simple. Le cerveau essaye de construire du sens à partir de fragments. Je vois. Donc, pour répondre à la question de départ, bien sûr qu'un contenu plus riche est préférable sur le long terme, évidemment. Mais au début, le plus important, c'est de lancer la machine cérébrale. Et le flou du « ceci », du coup, c'est une force. S'habille en substance, choisissez ce que vous ne détesterez pas écouter tous les jours. La motivation, c'est le carburant de la régularité. Ah oui, je vois. L'idée, c'est que la barrière à l'entrée doit être la plus basse possible. Si on dit « vous devez écouter le journal économique », 90% des gens abandonnent au bout de 2 jours. Exactement. Alors que si on dit « écoutez n'importe quoi qui vous plaît », les chances de s'y tenir sont bien plus grandes. Précisément. La perfection est l'ennemi du bien, surtout au début d'un apprentissage. Le but premier, ce n'est pas de comprendre, c'est d'écouter. La compréhension, elle, viendra comme une conséquence de l'exposition répétée. D'accord, je comprends mieux la logique de cette immersion flexible. Mais ce qui me semble encore plus contre-intuitif, c'est la durée. 10 minutes par jour. Franchement, ça sonne comme une promesse marketing. On a toutes et tous cette image bien ancrée que pour apprendre une langue, il faut souffrir, il faut y passer des heures. 10 minutes. Est-ce que ce n'est pas un peu se moquer du monde ? C'est la partie qui heurte le plus notre conception traditionnelle de l'effort. C'est vrai. On valorise les efforts massifs, concentrés, la nuit blanche avant un examen, la session de sport de 2 heures le week-end. Cette méthode, elle propose l'exact inverse. Et pourtant, si on regarde du côté des neurosciences, c'est d'une logique implacable. Ça me fait penser à mes tentatives pour apprendre l'espagnol au lycée. On avait un bloc de 3 heures le mercredi après-midi. Le mardi soir, je bachotais et le jeudi matin, j'avais déjà tout oublié. C'était incroyablement inefficace. L'idée de juste 10 minutes par jour aurait peut-être tout changé. On a l'impression que notre système éducatif est bâti sur le principe inverse de cette phrase. C'est une excellente illustration. Votre cerveau, entre le mercredi et le mercredi d'après, il avait largement le temps de désapprendre, ou en tout cas de ne pas consolider l'information. Apprendre une langue, c'est créer et renforcer des connexions neuronales. Imaginez que vous voulez tracer un chemin dans une forêt dense. Vous avez 2 stratégies. Soit vous y allez une fois par mois avec une énorme machette pendant 8 heures. Vous allez faire une percée, oui, mais 1 mois plus tard, la nature aura repris ses droits. C'est sûr. Soit vous y allez tous les jours, juste 10 minutes, et vous marchez sur le même tracé. Au début, c'est pénible, mais très vite, l'herbe se tasse, la terre se marque, et un chemin clair et permanent se dessine. Donc si je comprends bien, c'est moins un sprint qu'une sorte de goutte à goutte cérébrale. On crée le chemin à force de verser une petite goutte d'eau au même endroit chaque jour. C'est une très belle analogie. C'est tout à fait ça. Ce principe, ça s'appelle la répétition espacée. Et c'est l'un des piliers de la mémorisation à long terme. La régularité est infiniment plus importante que l'intensité. Ces 10 minutes quotidiennes, elles viennent réactiver les mêmes circuits neuronaux, ce qui les renforce et les rend plus efficaces. C'est le fameux principe des micro-habitudes. Une tâche de 10 minutes, c'est psychologiquement indolore. Ça ne déclenche pas la procrastination. On peut la caser n'importe où. Et c'est ce cumul de petites actions qui produit, sur des mois, des résultats spectaculaires. Bien supérieurs à ceux de quelques sessions héroïques, mais sporadiques. C'est une remise en cause de notre culte de l'effort intense, en fait. On nous dit que la constance discrète est plus puissante. D'accord. J'achète l'idée de l'immersion flexible, je commence à être convaincu par la méthode des 10 minutes, mais il reste le gros morceau, la promesse finale, pour penser en français. Là, on touche au Saint Graal. C'est un saut qualitatif qui est énorme. Comment est-ce qu'une simple écoute quotidienne peut provoquer un changement cognitif aussi profond, au point de modifier la structure même de notre pensée ? C'est la conséquence la plus profonde, et elle n'est pas immédiate, bien sûr. Pour comprendre le mécanisme, il faut visualiser ce qui se passe dans la tête d'un débutant. Quand il veut parler, il pense à une idée dans sa langue maternelle, appelons-la L1. Ensuite, il cherche les mots correspondants dans la langue cible, la L2. Puis il essaye de les assembler en suivant des règles de grammaire qu'il a apprises.
C'est un processus en 3-4 étapes, qui est lent et très coûteux en énergie. La langue maternelle agit comme un hub de traduction centrale. Le fameux traducteur interne qui mouline en permanence et qui nous fait parler de manière hachée, pas très naturelle. Exactement. Penser en français, c'est parvenir à contourner ce hub. C'est créer un système parallèle, où une idée, un concept peut être directement connecté au mot ou à la phrase en français, sans passer par la L1. D'accord. Et l'immersion auditive quotidienne, même courte, est une des clés pour construire ce système. À force d'entendre le son « chien » en contexte, le cerveau finit par créer un lien direct entre le concept de l'animal à 4 pattes, qui aboie, et ce son « chien ». Le mot « dog » n'est plus un intermédiaire nécessaire. Le mot n'est plus une traduction, il devient l'étiquette directe du concept. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et l'écoute est particulièrement redoutable pour un autre aspect fondamental, l'acquisition de la grammaire. Personne, dans sa langue maternelle, ne pense aux règles de grammaire avant de parler. Non, c'est vrai. On sent ce qui est correct. Un enfant ne dit pas « je vais au parc » parce qu'il a appris la règle de la préposition « à » plus l'article « le » qui se contracte en « o ». Il le dit parce qu'il l'a entendu des milliers de fois. C'est une acquisition par l'exemple, par le motif, et pas par la règle. Voilà. L'écoute massive, même par tranche de 10 minutes, ça expose le cerveau à des milliers d'exemples de grammaire en action. Et le cerveau est une machine à détecter des motifs, des patterns. Progressivement, il internalise la structure de la langue de manière intuitive. Il commence à sentir la conjugaison correcte, l'ordre des mots juste. Non pas comme une règle à appliquer, mais comme une évidence musicale. Et c'est à ce moment précis, quand la structure de la langue devient une seconde nature, que la pensée peut commencer à se formuler directement dedans. Ce n'est plus un code étranger à déchiffrer. C'est un deuxième système d'exploitation disponible dans notre cerveau. C'est fascinant. Donc si je résume ce que je comprends, la force de cette phrase, ce n'est pas une promesse magique. C'est la description ultra condensée d'un processus. On a d'abord une action d'immersion, écoutez ceci, qui est rendue soutenable par sa flexibilité, son lien avec la motivation. Ensuite, une méthode, 10 minutes par jour, qui s'appuie sur la biologie de notre cerveau en privilégiant la régularité sur l'intensité pour créer des habitudes solides. Et enfin, la conséquence de tout ça, la capacité à penser en français, qui émerge naturellement quand le cerveau a été assez exposé aux sons et aux structures de la langue pour construire son propre système. C'est une excellente synthèse. Le message caché derrière cette phrase, c'est de faire confiance au processus et à la plasticité de notre cerveau. C'est une approche qui demande de la patience, évidemment. Elle ne promet pas de parler couramment en 3 semaines. Elle propose une méthode douce, intégrée, qui travaille avec la nature de notre cerveau plutôt que contre elle. C'est moins une instruction au final qu'une philosophie. Le pouvoir réside dans les petites actions, répétées avec une constance inébranlable. C'est une leçon qui, finalement, dépasse de loin la simple question de l'apprentissage du français. Et ça nous amène à cette dernière pensée qu'on aime bien laisser en suspens. La source se concentre sur une langue, mais elle nous invite à une réflexion plus large. Si ce principe de micro-immersion quotidienne est si efficace pour une compétence aussi complexe, quelle autre expertise, que ce soit apprendre à coder, à jouer d'un instrument ou à comprendre un domaine scientifique nouveau, pourrait être maîtrisée en la décomposant en une seule action simple, de 10 minutes par jour.